Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une histoire qui, à première vue, ressemble à n'importe quelle rumeur de transfert. Oui, mais qui est en fait bien plus que ça. Exactement. En creusant un peu, on tombe sur une véritable partie d'échecs. Et au milieu, il y a ce jeune joueur anglais, Kobbie Mainoo, 20 ans. La source qu'on analyse aujourd'hui le décrit comme, je cite, « l'un des plus grands espoirs anglais ». Ce qui est énorme comme étiquette. C'est énorme. Sauf que, voilà le paradoxe. À Manchester United, son club, il est sur le banc. Il ne joue quasiment jamais. Et c'est cette situation un peu folle qui est en train de mettre le feu au marché. Absolument. Parce que deux monstres sacrés seraient prêts à se lancer dans la bataille pour lui, le Real Madrid et le FC Barcelone. Voilà. Et notre mission, aujourd'hui, c'est de comprendre comment un joueur qui cire le banc peut devenir l'obsession des deux plus grands clubs du monde. C'est un cas d'école parfait pour comprendre la psychologie du marché moderne. On n'est plus seulement dans l'achat de performances immédiates, on est dans le marché des promesses. Des potentiels contrariés, comme tu disais. Exactement. Le cas Mainoo, c'est vraiment l'archétype du talent que tout le monde reconnaît, mais qui est bloqué dans une situation qui fait baisser sa valeur à court terme. Et c'est là, dans cette faille, que les clubs les plus puissants essaient de s'engouffrer. D'accord. Donc, pour y voir clair, on va regarder ce qui se passe à Manchester, comment l'opportunité se crée, et surtout, on va analyser les stratégies très différentes de Madrid et de Barcelone. Parfait. Alors, allons-y. Ce fameux paradoxe, on nous dit que Kobbie Mainoo, c'est le futur du milieu anglais. Un talent générationnel. On s'attend à voir un joueur qui explose tout. Oui, on imagine des compilations YouTube, des buts. Voilà. Mais quand on regarde les faits, c'est la douche froide. L'article est assez brutal là-dessus. Aucune titularisation en Première Ligue cette saison. 0. 0. C'est dingue. 10 petites apparitions au total. Ce n'est pas juste une question de concurrence, là. On est au-delà de ça. C'est le placard, non? Comment c'est possible? C'est le mot. Et c'est le cœur du problème. La source utilise une expression très forte. Il est mis de côté par son entraîneur, Ruben Amorim. Il y a une rupture, c'est clair. Donc ce n'est pas une gestion de l'effectif, c'est autre chose. Non, on n'est pas dans la rotation. Le décalage entre son statut de grand espoir et ce qu'il vit sur le terrain, c'est le jour et la nuit. Et cette situation, ce n'est pas juste un détail. C'est l'étincelle qui allume tout l'incendie. Parce que ça envoie un signal. Exactement. Un talent de cet âge, avec une telle réputation, qui ne joue pas, ça crie à toute l'Europe. Il y a une anomalie ici. Et qui dit anomalie, dit opportunité. Et j'imagine qu'à 20 ans, le joueur, lui, il ne peut pas accepter ça. Sa réaction a dû être assez rapide, non? C'est l'étape suivante, c'est tout à fait logique. Le joueur, nous dit la source, et je cite encore, ne cache plus son désir de quitter Manchester United. Et voilà, le coup de sifflet est donné. C'est ça. À partir de cet instant, le dossier n'est plus un problème interne à Manchester, il est sur la place publique. C'est comme si on mettait un panneau à vendre sur un château qui est sous-évalué. Une aubaine, en quelque sorte. Une fenêtre inespérée, comme le dit l'article. C'est vraiment le bon terme. Un joueur de ce calibre, normalement, soit il est intouchable, soit il coûte une fortune. Là, il est disponible, et en plus, il est malheureux. C'est le cocktail parfait pour flairer la bonne affaire. Le signal est donc envoyé. Qui sont les premiers à y agir? J'imagine que ce ne sont pas tout de suite les plus gros qui dégainent. Non, et c'est un mécanisme assez classique. La source mentionne que Naples est déjà sur le coup. Ah, Naples. Intéressant. C'est plus qu'intéressant, c'est une information capitale. Naples, dans ce genre de dossier, c'est un catalyseur. C'est un club qui est réputé pour son scouting ultra pointu. Ils ont un talent fou pour dénicher des pépites avant les autres. On pense à Kvaratskhelia, Osimhen. Précisément. Le fait que Naples se positionne, en fait, ça valide le dossier aux yeux de tout le marché. C'est le signal pour les plus gros poissons. Ils se disent « attendez une seconde, si le nez si fin de Naples est sur cette piste, qu'est-ce qu'on est en train de louper ?» Ça met la pression sur les autres. Ça légitime l'intérêt et ça force tout le monde à accélérer. Dans cette histoire, Naples, c'est un peu l'éclaireur qui confirme qu'il y a bien un trésor à trouver. D'accord. Donc, Naples, c'est l'apéritif, si on veut. Mais ce qui fait vraiment basculer le dossier dans une autre dimension, ce n'est pas Naples. L'article est très clair, l'Espagne s'invite sérieusement dans le dossier. Et là, on change de catégorie. On change complètement de catégorie, on parle de l'aristocratie du foot, le Real Madrid et le FC Barcelone, en même temps. Pour un joueur qui, je le rappelle, ne joue quasiment pas. Ça paraît dingue. Comment l'article explique cet intérêt? On passe d'un dossier de recrutement intelligent à une question de
de stratégie et de prestige. Et ce qui est passionnant, c'est que la source nous montre bien que leurs motivations sont très différentes. Ah, ils ne le veulent pas pour les mêmes raisons. Pas du tout. Mais leurs besoins les mènent au même homme. Commençons par le Real Madrid. Pour eux, l'article parle d'une option stratégique. Le mot-clé, c'est stratégique. Leur but est d'anticiper plusieurs départs annoncés au milieu. On n'est pas dans l'urgence. On est dans la planification pure. C'est la fameuse stratégie de renouvellement de leur milieu de terrain qu'ils mènent depuis des années. Après Modric, Kroos, ils ont eu Camavinga, Tchouaméni, Bellingham. Précisément. Maino s'inscrirait parfaitement dans cette lignée. Le Real, il ne cherche pas un pansement pour une blessure. Ils construisent la dynastie du milieu de terrain pour les 10 prochaines années. Ils achètent le futur, pas le présent. C'est ça. Ils achètent des joueurs non pas pour ce qu'ils sont à 20 ans, mais pour ce qu'ils seront à 25 ou 28. C'est une vision à long terme, c'est une gestion presque prévisionnelle de leur domination. C'est implacable. Mais alors, pour Barcelone, ça ne peut pas être la même chose. On connaît leur situation financière, la pression du résultat immédiat. J'ai du mal à les imaginer dans la même planification sereine que le Real. Non, c'est impossible pour eux. Quel est leur angle d'attaque, d'après la source Vie? Et il doit être différent, forcément. Totalement différent. Et c'est ça qui rend l'affrontement si intéressant. Pour le Barça, la source est très claire. Le besoin est beaucoup plus immédiat. L'objectif, c'est de, je cite, « compenser l'absence de Gavi ». Ah, d'accord. Là, on change complètement de registre. Complètement. On quitte la stratégie à long terme pour entrer dans le besoin tactique à court et moyen terme. L'absence de Gavi, ce n'est pas anodin, hein. Il a laissé un cratère dans leur milieu. Et quand on dit compenser Gavi, on ne parle pas juste de mettre un joueur de plus. J'imagine qu'on parle de qualités très très spécifiques. C'est toute la question. On ne remplace pas Gavi avec n'importe quel bon joueur. On doit remplacer son énergie folle, son pressing, sa grinta, cette capacité à harceler l'adversaire. Et c'est là que le profil de Maïnou les intéresse. Exactement. Avec son centre de gravité assez bas, son agressivité naturelle et sa qualité technique, il voit en lui un des rares profils sur le marché qui pourrait mimer cette fonction. Ce serait une sorte de Gavi avec un accent anglais. C'est un pari tactique en fait. C'est un pari tactique pour retrouver un équilibre qu'ils ont perdu. Donc, d'un côté, tu as le Real qui construit sa cathédrale pour les décennies à venir, et de l'autre, le Barça qui cherche une poutre maîtresse pour consolider un édifice qui a un peu tangué. C'est fascinant de voir ces deux logiques s'affronter. Alors, si on résume, un joueur exceptionnel sur le paquet, au placard, un désir de départ, un club malin qui valide la piste, et les deux plus grands rivaux du monde qui débarquent. Le cocktail est explosif. Très explosif. L'article utilise une expression qui claque, une bataille XXL sur le marché. C'est l'image d'un classico qui se jouerait dans les bureaux, pas sur le terrain. Un classico du mercato, c'est exactement ça. Et ça nous amène à la question centrale. Pourquoi prendre un tel risque ? Parce que ça reste un pari sur un joueur qui ne joue pas. Et c'est là qu'intervient le concept clé de toute cette histoire, ce que les recruteurs appellent le potentiel intact. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Qu'ils pensent que le talent n'a pas été abîmé par cette période difficile. C'est plus profond que ça. En fait, ils font une distinction fondamentale entre un joueur qui a perdu son talent et un talent qui a simplement perdu sa place. D'accord, la nuance est importante. Elle est cruciale. Le pari du Real ou du Barça, c'est que les qualités de Maïnou, sa vision, sa technique, son physique, sont toujours là. Elles sont juste en sommeil, mal exploitées par un contexte qui ne lui convient pas à Manchester. C'est le syndrome de la Belle au Beau Lormand. Et chaque club se voit comme le prince charmant qui va le réveiller. Parfaitement résumé. Chaque président, que ce soit Pérez ou Laporta, est persuadé que lui seul, avec son projet, son club, son environnement, possède le baiser qui peut réveiller le talent. Donc, si je comprends bien, cet achat, ce serait presque un acte de foi dans leur propre système. C'est une affirmation de leur propre supériorité. C'est exactement ça. Et c'est là qu'on touche à l'arrogance ou la confiance des superclubs. Ils ne se disent pas seulement « ce joueur est bon ». Ils se disent « notre système est tellement meilleur qu'on va le transformer à la star qu'il aurait dû être ». C'est un pari sur eux-mêmes, autant que sur le joueur. C'est un pari sur leur propre marque, leur propre mythologie. Ils n'achètent pas 10 matchs sur un banc, ils achètent la promesse de 100 matchs de classe mondiale qu'ils sont convaincus de pouvoir extraire de lui. C'est une perspective passionnante. Bon, faisons le point. On est parti d'une simple anomalie. Un grand espoir anglais sur la touche à Manchester. Inexplicablement sur la touche. On a vu comment son mal-être a ouvert une brèche. D'abord pour un club malin, comme Naples, puis ça a déclenché l'alerte rouge à Madrid et Barcelone. Qui le voient tous les deux comme une pièce maîtresse, mais pour des raisons différentes. Voilà.
que ce soit pour bâtir l'avenir ou réparer le présent. Ce qui semblait être une petite note de bas de page est peut-être en fait le début d'une des plus grosses sagas du prochain mercato. Tout à fait. Et cette histoire, c'est un formidable rappel que dans le foot de très haut niveau, la perception, le potentiel, le contexte, c'est devenu une monnaie d'échange aussi importante que les buts. La valeur d'un joueur, ce n'est plus juste ce qu'il fait sur le terrain. C'est aussi ce que les grands clubs imaginent qu'ils pourraient faire chez eux. Le marché des transferts est devenu un marché de l'imaginaire et Kobbie Mainoo en est l'incarnation parfaite. C'est une excellente conclusion. Mais en t'écoutant et en relisant la source, on a beaucoup parlé des acheteurs, de leur stratégie, De leur désir, oui. et ça me laisse avec une énorme question. Une question sur le vendeur. La question que tout le monde devrait se poser. On a analysé le pourquoi acheter, mais on a à peine effleuré le pourquoi vendre. Exactement. L'article se concentre logiquement sur l'intérêt des gens espagnols, mais il soulève une question fondamentale sur Manchester United. S'il laisse vraiment partir un joueur décrit comme l'un des plus grands espoirs anglais, un gamin formé au club en plus, à quoi on assiste? C'est la question à 1 million. Est-ce que c'est une erreur de gestion monumentale, un échec cuisant à intégrer un de leurs joyaux, ou, et c'est l'hypothèse la plus inquiétante pour les acheteurs, est-ce un risque calculé, basé sur des infos que nous, on n'a pas? Des doutes sur son attitude, un problème invisible? Un vice caché en quelque sorte. Voilà. Et la réponse à cette question, c'est peut-être ça la vraie clé de toute l'histoire. Et elle pourrait être bien plus révélatrice que la destination finale du joueur.